Salut, c'est Clément. Bienvenue dans cette vidéo qui sera mon guide 2020 pour dépasser la peur d'aborder. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur cette problématique, 10 ans que je réfléchis toujours plus à comment dépasser au mieux la peur d'aborder, à qu'est-ce qui va permettre vraiment d'aider les gens, qu'est-ce qui va permettre de vraiment les aider à dépasser ce truc-là et à être capable d'aborder les filles qui leur plaisent, à être capable de créer les relations qui leur plaisent. Et j'ai décidé de faire un guide parce que c'est vrai que j'ai énormément de vidéos sur ma chaîne et que c'est très éparpillé. Et j'ai décidé de faire un guide complet, un guide qui soit vraiment puissant et qui a pour vocation à lui seul de vous permettre de vaincre la peur d'aborder. Donc regardez cette vidéo avec attention, prenez des notes parce que je vais vous donner énormément d'éléments qui vont vous permettre de vaincre la peur d'aborder. Mais avant tout ça, je voudrais vous donner un petit élément temporel parce que on voit beaucoup la majorité des coachings en séduction, c'est des week-ends séduction où en un week-end, vous êtes censé dépasser votre peur d'aborder et régler tous vos problèmes. Alors, je l'ai déjà dit dans des vidéos et je vais le redire, j'ai eu fait moi-même ce type de programme parce que c'est ce que tout le monde faisait, mais la réalité des choses, c'est que ça ne marche pas. Dans l'immense majorité des cas, et j'entends par là 99% des cas, ça ne marche pas, c'est-à-dire que soit en général, quand même, la majorité des gens vont avoir un boost pendant ce week-end, c'est-à-dire ça va les motiver, ils vont se booster parce qu'il y a le coach, parce qu'ils ont payé, etc. Mais très vite, les résultats vont se perdre. Très vite, ils vont perdre toute la progression qu'ils ont accumulée. Très vite, ils vont se retrouver globalement là où ils étaient avant de démarrer. Un coaching en un week-end sur la peur d'aborder, ça ne marche pas. Et donc, pour vaincre la peur d'aborder, ou en tout cas pour la dépasser, c'est-à-dire pour qu'elle ne soit plus un problème, pour qu'elle ne vous empêche plus de créer les relations que vous voulez, il faut au moins 6 mois de travail régulier, voire plutôt un an, et voire un peu plus pour les gens qui partent vraiment de très très loin et qui ont ce qu'on pourrait appeler un syndrome d'anxiété généralisée. Donc voilà, il ne faut pas avoir à l'idée que mon guide, vous le suivez, 2 semaines après, hop, il n'y a plus rien. Non, très probablement qu'il vous faudra 6 mois à un an pour dépasser la peur d'aborder. Ça, c'est un truc vraiment important parce que sinon, vous allez vous décourager trop vite. Si vous pensez que c'est censé disparaître en un week-end, ce n'est pas censé disparaître en un week-end. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a deux voies sur lesquelles on peut travailler. Il y a deux voies, c'est-à-dire c'est des voies neuronales qui interprètent et qui jugent les situations dans lesquelles vous êtes. Il y a une voie, ce qu'on appelle la voie haute, et ce qu'on appelle la voie basse. Alors la voie haute, c'est la voie qu'on appelle corticale, si on veut. C'est-à-dire que c'est la voix qui pense, si je peux le faire un peu, comment dire, si je peux simplifier un peu les choses. C'est la voix qui pense, c'est la voix qui va interpréter les situations et enregistrer la situation d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire qu'elle va dire, ben là, il s'est passé ça, j'ai abordé telle fille à tel endroit, il s'est passé ça, voilà ce qui s'est passé, etc. C'est très factuel. Ça rentre dans la mémoire déclarative, ça veut dire que c'est ce que je suis capable de rappeler si on me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ben, il s'est passé ça, 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 ça. Et donc cette voix-là, elle va être très précise parce qu'elle peut décrire avec précision ce qui s'est passé, mais elle est lente à se déclencher. C'est-à-dire que si, je vais rentrer plus concrètement, si vous abordez une fille, vous n'allez pas être là et en live être en train d'interpréter avec précision ce qui se passe. Ah ben là, elle dit ça, donc je vais faire ça, etc. Non. Quand vous allez aborder une fille, vous allez être dans l'émotion, vous allez être dans l'instant, vous allez être pris par quelque chose qui sera la voix basse, on le verra, et c'est seulement après ou en décalé que vous pourrez interpréter ce qui se passe. Et donc cette voix haute, elle est intéressante pour préparer le terrain, si je puis dire. C'est-à-dire pour interpréter la réalité, pour travailler sur votre interprétation de la réalité, de telle sorte que ça vous prédispose à mieux réagir quand la situation se présente. Mais quand vous êtes dans la situation, souvent vous avez votre plan d'action et votre plan d'action vole en éclats parce que vous êtes pris par autre chose et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle la voix basse. C'est ce qui va interpréter la situation en premier, ce qu'on appelle la voix hypothalamo-amygdalienne, autrement dit la voix émotionnelle. C'est ce qui va enregistrer la partie émotionnelle de la situation. C'est votre mémoire émotionnelle. Et elle, c'est ce qui va se déclencher en premier et c'est ce qui va déterminer comment vous allez réagir dans la situation. Alors on peut travailler sur la voix haute, comme j'ai dit, pour préparer le terrain, pour vous prédisposer à mieux réagir en faisant un travail cognitif, un travail de réflexion. Mais
il est nécessaire de travailler aussi sur la voix basse, sur un travail émotionnel et principalement par la mise en situation, l'action, le travail d'exposition. C'est-à-dire qu'il va s'agir de vous mettre dans des situations similaires, de plus en plus proches à la situation que vous voulez vraiment vivre et faire en sorte que ces situations soient agréables, de telle sorte que à la base, vous aviez une réaction émotionnelle négative au fait d'aborder, ce qui crée la peur d'aborder, et qu'à force d'accumuler des émotions positives, ah bah tiens, je suis avec des filles et je me sens bien, progressivement, ça va prendre le pas sur cette interprétation, sur cette émotion de peur première, de telle sorte que ça devient votre norme que quand je suis avec des filles, je me sens normal. Et donc, j'ai plus peur d'aller les aborder. Et là, je vais vous parler de différentes stratégies qui vont vous permettre de travailler sur ces deux voies en même temps. Et donc, je vais vous parler de 3 niveaux de coaching. J'ai mes petites notes parce que là, je veux rien oublier puisque le but, c'est que ce soit un guide vraiment complet. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 3 niveaux sur lesquels on peut travailler en coaching. Il y a le travail sur les schémas inconscients. Les schémas inconscients, ils vont prédisposer l'interprétation de la situation. Ils vont vous prédisposer à interpréter et à réagir au fait d'aborder d'une certaine façon. Il y a des contextes qui favorisent la peur d'aborder et il y a des conséquences qui renforcent la peur d'aborder. Donc, ça va être 3 niveaux sur lesquels on va pouvoir agir en coaching. On va parler du contexte d'abord parce que c'est le plus simple à travailler en coaching. C'est vrai, vous pouvez assez facilement faire ça tout seul sans coach. Donc, contexte, il y a plusieurs contextes. On est sur contexte au pluriel. Il y a un contexte géographique, c'est-à-dire où est-ce que je me trouve, dans quel endroit est-ce que c'est plus simple pour moi d'aborder. Temporel, quand, à quel moment est-ce que c'est plus simple pour moi d'aborder. Alors, quand, souvent en fonction du contexte, mais je vais vous donner un exemple. Contexte social, c'est-à-dire avec qui et comment. Et contexte personnel, c'est-à-dire avec quelle intention. Je vous donne un exemple. Où à la machine à café au boulot, quand pendant une pause, avec qui seul et avec la fille seule, c'est-à-dire que je remarque que si la fille est avec quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui est là aussi, ce sera plus difficile pour moi d'aborder. Donc un contexte plus facile, c'est quand je suis seul et que la fille est seule. Et comment ? Eh bien, un exemple, mais à vous de trouver quelque chose qui vous correspond. J'ai mis, on ne s'est jamais présenté, moi c'est Clément. Et puis ensuite enchaîné par de la curiosité authentique. Ça, c'est pour le comment. Et personnel, l'idée de l'intention. Avec quelle intention ? Eh bien, par exemple, l'intention d'en apprendre plus sur elle et avoir une idée de si elle peut me plaire au-delà du physique. Pourquoi ? Parce que, en général, si vous commencez direct avec l'intention de séduire la fille, de l'embrasser, de coucher avec elle ou je ne sais quoi, ça va vous mettre une telle pression, ça va vous paraître tellement loin que ça va vous étouffer dans la situation. Alors que si je commence avec une intention plus simple, qui est de la découvrir, de lui poser des questions, d'être curieux, ce sera plus facile de passer ce moment et de le vivre comme quelque chose de positif. Et donc de jouer sur la voix basse c'était un moment agréable passé avec une fille. Ok ? Ça, c'est l'idée du contexte. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la liste des contextes faciles. Vous allez vraiment lister tous les contextes possibles où ce sera plus facile pour vous d'aborder une fille. Idéalement, les hiérarchiser. C'est-à-dire les contextes où c'est le plus facile pour vous d'aborder, les contextes où c'est le plus difficile. Et bien évidemment, comme on va le voir pour la partie conséquences, il va falloir prioriser les contextes les plus faciles. Pourquoi ? Parce que si c'est plus facile, j'aurai plus de chances de réussir, donc plus de chances d'accumuler une expérience émotionnelle positive et donc d'apaiser progressivement cette voix basse. Ok ? Donc là, avec ce travail sur le contexte, on travaille sur la voix haute parce qu'on crée un plan d'action, on réfléchit à un plan d'action qui nous rassure parce que donc on anticipe des résultats positifs et on travaille sur la voix basse parce que justement on prépare à un passage à l'action plus facile. Et donc émotionnellement, on est déjà un petit peu rassuré avant même d'y aller. Ok ? Maintenant, passons sur l'idée des conséquences. Là, on était sur les contextes qui vont favoriser la peur d'aborder et les contextes qui vont favoriser
l'absence ou la diminution de cette peur d'aborder. Et maintenant, on va parler des conséquences qui renforcent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, dans un week-end peur d'aborder, l'idée, c'est d'aborder beaucoup, de s'exposer beaucoup, etc. Et en général, c'est hyper épuisant, c'est terrorisant pour beaucoup, c'est hyper dur émotionnellement. Et du coup, au final, même s'il y a des résultats positifs, souvent, dans l'ensemble, et même si à la fin, on sera tenté de dire « Ah, c'était super, j'ai abordé tant, etc. » Mais dans l'ensemble, ce serait une situation qui émotionnellement aurait été vécue comme assez difficile. Et donc, ce sera enregistré comme quelque chose de plutôt négatif en fait, émotionnellement. Et donc, sur le niveau voix basse, ça aura tendance à, au contraire, plutôt diminuer l'envie de le refaire. Et donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de conséquences qui renforcent. C'est-à-dire que je le fais et en l'occurrence, ça renforce la peur d'aborder parce que ça renforce l'idée que c'est dur, l'idée qu'il faut s'arracher, etc., etc. Donc, à terme, ça renforce la peur d'aborder, ça renforce le fait que je n'ai pas envie d'y aller. OK ? Et l'idée, ça va être de travailler différemment là-dessus, de travailler sur des conséquences qui vont diminuer la peur d'aborder. Alors, parlons-en plus précisément. Alors déjà, il y a le concept de temps d'exposition, la notion d'habituation et de courage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le stress, la peur, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'hormones, le sentiment de stress dans le corps, qui est par exemple le cortisol, l'adrénaline. Et on peut parler des créateurs de ces hormones qui sont les glandes surrénales. Et en fait, elles n'ont pas une capacité illimitée, d'une part, et les récepteurs, il n'y en a pas non plus illimité. Ce que ça veut dire, c'est que votre niveau d'anxiété va monter dans une situation de stress, mais elle ne va pas monter à l'infini. Quand on est dedans, on a l'impression que ça va monter à l'infini. Mais la réalité des choses, c'est que ça ne va pas monter à l'infini. Ça va monter jusqu'à un certain temps. En général, on parle de 30-45 minutes, à partir duquel ça va atteindre un plateau, c'est-à-dire que ça ne pourra plus monter. Et si vous restez dans cette situation tout en étant calme, c'est-à-dire par exemple en respirant, etc., ou en étant avec votre pote, en passant un bon moment, au bout d'un moment, ça va un peu redescendre. Et puis, ça va redescendre en continu jusqu'à ce que vous soyez bien dans la situation. Alors, on parle, attention, là, il ne s'agit pas de rester, de marcher dans la rue et de rien faire. Il s'agit vraiment d'être face à la situation. C'est-à-dire, idéalement, d'être en interaction. Okay ? On parle de quantité d'exposition en interaction. Et donc l'idée avec ça, c'est que à un moment donné, votre peur deviendra un peu inférieure à votre capacité de faire preuve de courage. Et c'est là que vous pourrez passer à l'action. Et un exemple qui est arrivé très récemment, ma copine a un peu peur de la hauteur, de sauter de haut. Et là, on était en Corse ensemble. Et il y a un rocher sur lequel j'allais sauter depuis petit. Et donc, je l'ai amenée à ce rocher. Et elle était sur le rocher. Je lui ai dit, voilà, prends ton temps, regarde bien l'endroit où tu dois sauter, le vide. Regarde bien, respire, calme-toi, je suis avec toi, etc. Et vraiment de prendre le temps de laisser cette peur diminuer et en même temps de laisser le courage monter. Et je ne sais pas, elle a attendu peut-être une quinzaine de minutes sur le rocher, puis elle s'est lancée. C'était une expérience plaisante, mais on n'a pas forcé le truc. C'est-à-dire que là, sur le moment, elle n'avait pas envie de recommencer. On a dit OK, on a recommencé le lendemain. Et le lendemain, elle a réussi de nouveau. Et puis, elle a sauté une deuxième fois. Et puis, on a recommencé après. Et cette fois, elle pouvait sauter illimité. OK ? Donc, vous voyez l'idée de prendre son temps. Et ce n'est pas prendre son temps en se barrant. C'est prendre son temps en étant dans la situation. En s'exposant vraiment à cette peur. Jusqu'à ce que la peur soit inférieure au courage. Ça, c'est la notion de temps d'exposition. Et c'est la clé pour dépasser la peur d'aborder. C'est de passer beaucoup de temps avec ce qui fait peur, donc en l'occurrence beaucoup de temps ici avec des femmes, et en particulier avec des femmes qu'on ne connaît pas. Donc on va réfléchir à tout un tas de stratégies qui vont nous permettre d'augmenter notre temps d'exposition avec des femmes. Ça c'est pour l'idée stratégie globale. OK ? Et donc oui, un élément par rapport à ça aussi, c'est que c'est important de commencer par le plus facile. Donc on en revient au contexte dont on avait parlé. C'est important de commencer par les contextes les plus faciles parce qu'il va falloir
accumuler des victoires. En gros, il va falloir accumuler des moments d'émotion positive pour avoir plus de chances que tout simplement ça apaise la voix basse. Maintenant, on va parler du concept de vraie victoire, qui est un autre élément que vous allez pouvoir mettre en jeu. C'est un élément qui vient de mon pote Alexis Santin, qui a une chaîne sur le tennis qui s'appelle Tennis Tactique. Et il parle de ce concept de vraie victoire, où l'idée c'est, si mon critère pour définir une victoire, c'est j'ai gagné le match de tennis, eh ben c'est problématique parce que c'est pas en mon contrôle si je vais gagner le match de tennis ou non. Il peut se passer plein de choses. Le mec peut être beaucoup plus fort que moi. Et donc, ça veut dire que, en gros, je laisse un peu au destin le fait d'obtenir une victoire. C'est-à-dire, soit je suis plus fort que lui, je le bats et donc j'ai la victoire. Soit il est plus fort que moi, il me bat et donc j'ai pas la victoire, je perds et donc j'accumule une expérience négative. L'idée de la vraie victoire, c'est de se fixer une victoire, plutôt un match dans le match qui est en mon contrôle. Exemple, j'ai gagné mon match personnel si j'ai lâché mes coups à fond, si j'ai pas eu peur d'attaquer. Et donc imaginons que je joue contre un gars, je me prends 6-0, 6-0, donc, si vous ne connaissez pas les scores du tennis, on va le retraduire en je me fais éclater, mais j'ai tenté mes coups à fond, j'ai pris les risques que je voulais prendre, j'ai joué mes coups au maximum, alors j'ai gagné ma vraie victoire. Ce qui veut dire que même si je perds le match global, j'ai ma vraie victoire qui me permet d'être fier de moi, d'accumuler une expérience positive, c'est-à-dire ok, j'ai perdu, mais là je me suis vraiment lâché, j'ai vraiment réussi à me dépasser. Ok ? Et donc si on transpose ça à la peur d'aborder, ça va être, par exemple, je sais pas, je suis dans la rue et où je suis à l'escalade et j'ai gagné ma vraie victoire si j'ai entamé la conversation avec 3 personnes. Et même si ces 3 personnes me disent « dégage connard, on ne veut plus jamais te voir de notre vie », eh bien c'est pas grave. Parce que mon but, ma vraie victoire, c'était d'aller engager la conversation. Et donc ça donnera, bon c'est sûr si les gens vous éclatent et vous traitent de tous les noms, etc., ce serait une expérience plus négative que positive. Mais la majorité des cas, ça n'arrivera pas. Et donc en travaillant comme ça, vous allez augmenter vos chances que l'expérience soit vécue émotionnellement comme globalement positive et donc que ça renforce votre envie de le faire plus. Ok ? Concept de vraie victoire. Il y a ça, système de récompense. Alors, système de récompense, c'est très simple. Ça veut dire que je me récompense quand j'ai atteint ma vraie victoire. Même si derrière, je n'ai pas eu le numéro de la fille, même si derrière, la fille n'était pas intéressée, même si derrière, je me suis pris un gros râteau. Du moment que j'ai atteint ma vraie victoire, je me donne une récompense. C'est à vous de créer un système de récompense qui soit, qui soit raisonnable et qui vous permette de vous récompenser régulièrement quand vous passez à l'action et que vous atteignez vos objectifs par rapport à votre vraie victoire. Ça va être, bien sûr, ça ne va pas suffire à tout résoudre, mais c'est un élément en plus qui rendra les conséquences de votre action positive, donc qui émotionnellement vous dira plus tu fais ça, plus ce sera agréable. Ok ? Système de récompense. Un autre point, un wingman positif. Alors ça, c'est un truc que j'entends très souvent en coaching. Des gens qui sont avec des wingman et quand on écoute, quand on leur demande vraiment comment ça se passe, le wingman, il se fout de sa gueule, il a tendance à le rabaisser, il est beaucoup dans la critique, dans le « ah non mais tu fais pas comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça », non, il est beaucoup dans le paternalisme ou tout simplement, si on regarde d'un point de vue qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il prend, le wingman il tire plus vers le bas qu'autre chose. Mais il reste avec lui parce que ils n'ont pas beaucoup de personnes qui font ça, etc. Pour moi, il vaut mieux n'avoir pas de wingman, c'est-à-dire pas de partenaire, qu'un partenaire qui vous tire vers le bas. Et donc l'idée, ça va être de, si vous préférez être seul, de le faire seul. Mais si vous avez envie d'être avec un partenaire de motivation, de prendre quelqu'un qui vous tire vers le haut, de prendre quelqu'un qui vous soutient, de prendre quelqu'un où en gros, quand je passe du temps avec lui, je me sens mieux après. Aussi simple que ça. Et que cette personne, on aille par exemple aborder ensemble. Ou que cette personne, je lui fais un feedback après que j'ai abordé. D'avoir un partenaire de motivation, voilà, quand vous parlez avec lui, vous vous sentez mieux. Et là encore, pourquoi ? Toujours la même chose. Augmenter les chances
que l'expérience soit globalement vécue émotionnellement comme positive. Autre concept de pacing. Alors pacing, ça veut dire fixer le rythme auquel vous avancez. Et là, c'est un truc dont je parlais dans une de mes formations qui s'appelle, c'est un concept que j'avais inventé en gros de Icar versus Kaizen. Alors Icar, j'imagine que vous connaissez tous, c'est le héros grec qui a voulu s'envoler et qui allait trop près du soleil et qui s'est cramé et qui est tombé. Et Kaizen, c'est une approche de travail japonaise, l'idée de faire des tout petits pas, parce que les tout petits pas, au bout d'un moment, ça parcourt un grand chemin. Et en tout cas, il vaut mieux faire des tout petits pas et avancer que rien faire du tout ou risquer de se cramer et de retomber. Mais il est possible que vous ayez une personnalité un peu tête brûlée, auquel cas, peut-être que pour vous, il est préférable d'aller à fond parce que c'est ça qui vous booste, c'est ça qui vous donne de l'adrénaline. Mais l'idée, ça va être de choisir ce qui correspond mieux à votre personnalité. En sachant que si vous regardez cette vidéo, à mon avis, vous êtes très probablement du côté Kaizen, c'est-à-dire que ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous d'avancer à tout petits pas que de tenter d'aller trop vite et de vivre des expériences qui seront globalement vécues comme négatives, exemple les week-ends peur d'aborder, et qui vont au final, sur le long terme, vous décourager de reproduire le fait d'aller voir des filles, donc renforcer la peur d'aborder. Et donc si vous sentez que vous êtes plutôt Kaizen, ben voilà, c'est globalement les concepts que je vous donne là, c'est principalement Kaizen, c'est l'idée de faire, d'accumuler des tout petits pas qui vont vous permettre d'accumuler des expériences émotionnelles positives et d'interpréter de plus en plus ces situations comme c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de plutôt agréable, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien, c'est quelque chose qui va m'apporter les résultats que je veux, etc. etc. Et ainsi, vous renforcer dans l'absence de peur d'aborder ou en tout cas dans votre capacité de dépasser la peur d'aborder, dans le fait que la peur d'aborder ne soit pour vous pas un problème. Voilà, autre concept, l'idée d'être à l'aise dans le chaos, c'est un truc dont je parle souvent et ça c'est quelque chose qu'on travaille principalement avec la connexion authentique, c'est-à-dire je m'entraîne à créer du lien avec les gens et du lien dans différentes situations avec différentes émotions, c'est-à-dire qu'en connexion authentique on peut travailler la colère, on peut travailler le fait de dire des choses qu'on n'aime pas chez les autres et donc de recevoir des remarques sur des choses que les autres n'aiment pas chez nous, etc. On va travailler tout un tas de situations qui vont faire que, en gros, j'ai vécu plein de situations de conversation, y compris plein de situations difficiles. Et donc, si je vais parler à cette fille, quoi qu'il arrive, globalement, je l'aurais déjà vécu en connexion authentique. Donc, quoi qu'il arrive, globalement, enfin, en tout cas pour ce qui est des choses un peu difficiles à vivre, je l'aurais déjà vécu, j'aurais déjà travailler la capacité de me débrouiller dans ces situations-là. Et donc, si je sais que quoi qu'il arrive, si je vais voir la fille, je saurais me démerder, eh bien, forcément, j'ai moins peur d'y aller. Ok ? Dernier élément que j'ai mentionné pour les conséquences, c'est éviter les râteaux violents. Alors, évidemment, si je me prends un gros râteau, ça risque d'être un événement tellement émotionnellement difficile que ça renforcera fortement la peur d'aborder et donc je risque de plus y aller pendant 1 semaine, 2 semaines, voire ne plus y aller du tout. Et donc, dans beaucoup de vidéos, les coachs conseillent de suivre la fille, de continuer d'essayer jusqu'à ce qu'elle s'arrête, d'essayer de trouver si elle dit j'ai un copain, d'essayer de trouver des chemins pour contourner ça, etc. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ouais, enfin le fait d'insister, le fait d'aller voir les filles même qui ont l'air hyper pressées, etc. Globalement, le fait de pousser, d'insister fort. Et d'insister tout court d'ailleurs. Et pour moi, c'est une très mauvaise idée parce que la majorité des râteaux un peu désagréables, vous les aurez en insistant. Et donc pour le peu de situations qui se passeront bien, que bien sûr vous n'auriez pas vécu si vous n'aviez pas insisté, vous allez avoir beaucoup plus de situations négatives. Et donc, globalement, si on regarde dans l'ensemble, si on imagine des billes d'émotions positives et d'émotions négatives, comme dans le film Inside Out, globalement, l'ensemble sera négatif. C'est-à-dire qu'en insistant, en développant
l'habitude d'insister, vous allez plus souvent vivre des émotions négatives que positives, donc ça va renforcer la peur d'aborder sur le long terme, en plus d'être hyper désagréable pour les filles, de contribuer à la stigmatisation des mecs qui abordent des filles, etc., etc. Donc moi, je vous recommande fortement de ne pas insister, de ne rien faire qui soit vraiment insistant, qui soit relou pour les filles, quitte à perdre 2-3 occasions. Parce que voilà, vous allez éviter les râteaux violents et donc éviter d'avoir des grosses billes d'émotions négatives qui vont renforcer la peur d'aborder. Donc voilà, c'est tout pour la partie les conséquences qui renforcent la peur d'aborder. On travaille bien sûr la voix haute parce qu'on parle de stratégie, on parle de système de mesure, de système de récompense. Mais on travaille principalement la voix basse parce que l'idée, et je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'insiste là-dessus, l'idée c'est d'accumuler du temps passé avec les filles dans lequel je me sens bien. Et toutes ces stratégies que je vous ai données là vont contribuer à ça, ce travail sur la voix basse. Maintenant, on va passer à la dernière partie, travail principalement sur la voix haute, qui est la partie des schémas inconscients. Alors cette partie-là, elle est très dure à travailler parce que, comme le nom l'indique, la plupart des schémas sont inconscients. Et même pour les schémas préconscients, alors préconscient, ça veut dire je peux me rendre compte si j'attire, si je mets mon attention dessus. La plupart du temps, on va être dans le déni de ces schémas-là. On va on va esquiver le fait d'accepter qu'on a quelque chose qui nous tire vers le bas. Exemple, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple ? Par exemple, quelqu'un qui a intégré le fait que aborder des filles ou parler à des gens inconnus, c'est pas bien. Souvent, si on attire l'attention sur le fait que, mais peut-être que quand tu étais petit, chaque fois que tu allais parler à tes parents, ils te repoussaient. La personne va, oui, mais pas forcément, etc. Va essayer de trouver des excuses au final pour dire que c'est pas vraiment ça parce que c'est quelque chose de difficile à accepter. Et donc, la plupart du temps, quand on est tout seul, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que c'est douloureux, parce que ça vient de loin, parce que ça touche à des choses très fortes, que sont souvent les relations avec les parents, les relations étant petit avec les autres. Et pour une bonne partie des éléments, ça a été oublié aussi. Donc voilà, ça c'est très dur à travailler seul. Vous pouvez regarder sur le sujet toutes mes vidéos qui s'appellent Travail de l'ombre ou Zone d'ombre, etc. Vous pouvez taper dans la barre de recherche de ma chaîne Travail de l'ombre ou Zone d'ombre. Vous trouvez un certain nombre d'éléments là-dessus. Et bien sûr, la pratique de la connexion authentique, c'est en connexion authentique et principalement dans l'école des guerriers qu'on va vraiment aller faire émerger ces zones d'ombre, faire émerger ces schémas récurrents et les travailler frontalement. Mais ça, c'est des trucs que vous ne pouvez pas faire seul, mais voilà, je voulais vous le dire parce que c'est important pour travailler ça. Maintenant, un truc que vous pouvez faire seul, c'est le travail sur les pensées automatiques. Alors, quand vous allez être en situation d'aborder, vous allez avoir tout un tas de pensées qui vont venir. Exemple, mais si je vais la voir là, je vais la déranger. Elle va pas être intéressée. Mais elle a l'air énervée, etc. Je ne sais quoi. Tout un tas de pensées automatiques. Et l'idée, ça va être de les lister. Vous pouvez même vous faire une session où vous allez dans la situation que vous voulez aborder et vous n'abordez pas et vous faites que noter en gros les excuses qui vous viennent pour ne pas le faire. Et l'idée, ça va être de faire la liste de ces excuses et d'aller à la recherche de leurs origines. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'il y a des schémas récurrents ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent ? Il y en a forcément. Donc plus précisément, quels sont les schémas récurrents ? Quelles sont les pensées qui reviennent souvent ? Et à quoi elles pourraient être rattachées. Et là, d'aller explorer un peu dans le passé, à quoi ces pensées, de quoi ces pensées peuvent émerger. Alors ça peut être, le plus souvent, ça va être des relations, ce qu'on appelle les relations précoces, c'est-à-dire la manière dont vous interagissiez avec vos parents, vos frères et sœurs, oncles, tantes, etc., les jeunes amis, etc. Relations précoces. Ça peut être bien sûr lié à des traumatismes que vous avez vécus, mais aussi à quelque chose qui est plus insidieux, qui sont des dogmes, des règles familiales. Dogmes, ça peut être donc religieux. Si vous venez d'un ascendant religieux, même si ce n'est pas vous personnellement qui êtes religieux, mais votre grand-mère est religieuse très fortement et ça a pu vous influencer étant petit, vous faire intégrer certaines règles ou des règles plus familiales, c'est-à-dire pas liées à la religion, mais dans notre famille,
on ne fait pas ça. Dans notre famille, on ne parle pas des inconnus. Dans notre famille, on aime bien rester tout seul chez soi, etc. Donc d'aller à la recherche de ces schémas récurrents et une fois que vous les avez trouvés, d'établir des plans d'action spécifiques pour chacun des schémas récurrents, pour chacune des zones d'ombre qui a émergé. Donc j'ai noté un petit exemple. Quelqu'un qui, imaginons, vous êtes petit, vous allez voir vos parents pour leur montrer un truc. Ah tiens, j'ai trouvé tel super caillou, je ne sais quoi. Et vos parents, parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils ont des trucs à faire, vous rejettent systématiquement. Chaque fois que vous venez les interrompre pour leur montrer quelque chose, ils vous rejettent. Ça va, ça va marquer au fer rouge une sorte de schéma qui fait que je dérange les gens quand je vais les voir. Et donc à partir de là, toute la suite de votre vie, vous allez vivre avec cette idée que vous dérangez les gens. Et donc, vous allez non seulement accumuler des preuves que c'est vrai, parce que vous allez repérer ces éléments en particulier, mais vous allez avoir tendance à éviter les gens, donc à éviter des chances de peut-être remettre en question ce schéma-là et de vous rendre compte que peut-être c'est pas aussi systématique que j'avais l'impression quand j'étais petit. Et donc, il s'agira d'établir un plan d'action spécifique sur ce fait de quand je vais voir les gens, je les dérange. Et donc, ça va être par exemple d'établir un plan d'action. Donc encore une fois, on commence par les trucs les plus faciles. Je vais aller poser une question anodine à quelqu'un dans la rue. Et puis ensuite, augmenter la gradation pour combattre ce schéma spécifique de quand je vais voir les gens, je les dérange. Bien sûr, il n'y a jamais qu'un seul schéma, il y en a plein qui sont entremêlés. Et donc, pour faire des progrès notables par rapport à la peur d'aborder, il va falloir attaquer tous les schémas qui sont traduits par ces pensées automatiques. Et un deuxième élément que vous pouvez travailler seul par rapport à ces schémas inconscients, c'est l'idée des conflits intérieurs. Alors toujours, quand il y a une peur, quand il y a quelque chose comme ça, il y a un conflit intérieur. Alors la question magique, j'en ai déjà parlé dans une vidéo récente, je crois, c'est qu'est-ce que je gagne de positif à rester dans la peur d'aborder ? Alors ça, je le dis toujours, mais c'est systématique. Quand je pose cette question en coaching, les gens me répondent rien, j'ai aucun avantage à rester dans la peur d'aborder. Allez plus loin que ça. Parce qu'il y a toujours un avantage à quelque chose de négatif que vous vivez, sinon vous ne le feriez pas. Sinon, ce serait tout comportement qui est négatif, seulement négatif, finit par disparaître. Donc s'il est encore là, c'est qu'il vous apporte quelque chose. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai une estime de moi très fragile, c'est-à-dire je me trouve déjà pas bien du tout, je ne me plais pas, et j'ai la croyance qu'en gros je peux plaire à personne. Mais c'est qu'une croyance. Pour l'instant, elle n'est pas vérifiée. Parce que si elle était vérifiée, franchement, j'aurais envie de me suicider. Et donc, pour me préserver du risque de me suicider, donc pour me sauver la vie, je ne vais pas aller m'exposer au fait que potentiellement ce soit vrai que je ne peux plaire à personne. Vous voyez ? Donc, pour me protéger à un niveau profond, je ne vais pas prendre le risque de m'exposer. Parce que même si peut-être ça va me prouver qu'en fait j'avais tort, si ça me prouve que j'avais raison, c'est beaucoup trop dangereux. Donc pour me sauver la vie, je ne vais pas le faire. Ça, c'est un exemple de conflit intérieur qui va faire qu'au fond, à ce stade-là, c'est plus important pour vous de rester dans la peur d'aborder que de la vaincre. Est-ce que j'ai noté un autre exemple ? Ouais, imaginons que j'ai fait un truc vraiment mal quand j'étais petit. Il se peut que j'ai intégré. Bon, ça c'est aussi pas mal au final. C'est un schéma profond lié à un traumatisme, mais j'ai intégré que je mérite d'être puni. Et donc, mais si j'ai plus peur d'aborder, parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour me punir, d'être éternellement seul, si j'ai plus peur d'aborder, j'aurai plus ma punition. Et donc, à un niveau profond, je ne peux pas accepter parce que je dois être puni pour ça, donc je vais rester dans la peur d'aborder. Ça, c'est un autre exemple de conflit intérieur qui va faire qu'au fond, c'est plus important pour moi d'avoir peur d'aborder que de m'en débarrasser. Et donc, il faudra travailler sur le pardon par rapport à cette punition ou voir réinterpréter la réalité pour remettre en question peut-être que je mérite d'être puni, de telle sorte que ça me libérera de cette nécessité d'être dans la merde pour pouvoir avancer. Okay, donc ça, c'était un autre exemple de conflit intérieur.
Donc voilà un peu les stratégies que vous pouvez utiliser pour travailler sur les schémas inconscients et préconscients. Ça travaille principalement la voix haute parce qu'il s'agit de réinterpréter la réalité, mais ça a des conséquences aussi sur la voix basse parce que ça vous prédisposera à mieux vivre, à mieux interpréter les situations futures. Ça vous prédisposera à, par exemple, si vous allez aborder une fille et que elle dit j'ai pas le temps et qu'elle part, si vous avez ce schéma inconscient de je dérange les gens, ah ben voilà, c'est la preuve, je dérange les gens. Alors que si vous avez travaillé sur ce schéma-là, vous le prendrez pour ce que c'est ah ben elle n'a pas le temps, c'est dommage. Et donc là, c'est plus une défaite pour vous, entre guillemets, c'est plus quelque chose de négatif pour vous, ça devient quelque chose de neutre, et donc ça n'a pas pour effet de renforcer la peur d'aborder. Ce qui fait que globalement, moi j'ai abordé une fille, ça s'est globalement bien passé, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Donc, à long terme, ça vous renforce dans le fait de ne plus avoir peur d'aborder. Vous voyez l'idée ? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour ce guide 2020. Alors en plus de ça, vous pouvez, dans la description, je vous ai mis le lien d'une playlist qui contient, je ne sais pas si elles y sont toutes, mais qui contient une bonne partie de mes vidéos qui parlent de la peur d'aborder. Donc si vous voulez plus de détails sur ce sujet-là, alors il y a certaines des vidéos datent d'il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Donc il est possible que tout ce que je dis dans ces vidéos, je ne sois pas entièrement d'accord avec ça aujourd'hui. D'où l'importance du guide 2020 où là je vous ai vraiment donné ce qui pour moi est nécessaire et suffisant. Donc voilà, il y a cette playlist qui peut vous aider un peu et bien entendu ce sera toujours plus facile de faire ce travail accompagné. Et si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez participer à l'école des guerriers. La prochaine commence le 4 octobre et il n'y a plus que 3 places. Donc si vous voulez que je vous aide, que je vous accompagne dans ce processus, vous pouvez postuler à ce programme-là. Et voilà, je pense qu'avec ce guide-là, honnêtement, si vous le voulez vraiment, si vous êtes prêt à travailler dur, ce guide suffit à ce que vous puissiez dépasser la peur d'aborder. Et si vous connaissez des gens qui bénéficient de ce guide, n'hésitez pas à le partager. Et voilà, comme je l'ai dit avant, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne, si vous voulez que je vous aide à travailler sur tous ces aspects que j'ai mentionnés dans cette vidéo, vous pouvez postuler à l'école des guerriers, là aussi sur le lien que j'ai mis dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.